C'est c'est parti, Françoise Brosal. C'est un grand plaisir de t'accueillir virtuellement en France, parce que comme tu disais il y a quelques minutes au préalable de cette interview, tu fais des ateliers une fois ou deux en France où tu participes à des Mhm. formations de gens. Cependant, tu n'es pas tellement connu. Moi, tous les gens à qui j'ai parlé, ben non, on ne connaît pas. Ben, elle a un livre, ils ont acheté le livre, hein, ceux qui parlent anglais, donc j'espère que ton livre va être traduit en français. Ouais. Mais comment tu es parti de France? Comment tu es arrivé de la petite parisienne à être maintenant une medicine woman reconnue en Amérique du Nord? Est-ce que Oui, ben, d'abord, merci de m'avoir, voilà, merci de m'inviter à cette interview. C'est un grand plaisir de pouvoir être interviewée en français, parce que d'habitude, tout se fait en anglais ici, n'est-ce pas? J'ai pas mal de podcasts comme ça qui tombent un peu du ciel et qui sont tous en anglais. Donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir euh, élaborer tout ça en français. Euh, alors, ma petite histoire, ben, je suis née, j'ai grandi dans la banlieue parisienne. Mhm. Euh, voilà, dans la banlieue est de Paris, avec mon père, ma mère, mes deux sœurs. On a grandi là-bas. Et puis, j'ai été très intéressée de... Oups, pardon, excusez-moi. J'ai été intéressée de bonne heure à la psychologie. J'avais environ 14 ans. J'étais très intéressée à la psychologie. Et auparavant, bon, mes parents étant très catholiques, on était assez catholiques dans la famille. On avait à la messe, à la kermesse, voilà, au catéchisme, enfin, toute l'éducation catholique assez courante en France. J'avais des expériences spirituelles, je vais dire, assez importantes quand j'étais petite fille, D'accord, ok. que je ne savais pas exactement où mettre, on va dire, hein, voilà, dans ma vie en tant qu'enfant. Et puis après, voilà, j'étais intéressée à la psychologie, j'ai lu tout le Freud, le Jung, enfin tout ce qui était disponible à l'époque, et Reich, etc. Et puis, j'ai entrepris des études de psycho quand j'avais, après mon bac. Hein, donc, à l'époque, j'étais à l'université, j'étais à la Sorbonne, et j'étais aussi à Vincennes. Alors, il y avait une université à Vincennes qui s'appelait Paris 8. Mhm. C'était expérimental par rapport aux événements de mai 68, qui avaient donc été créés après mai 68, et qui était très, très intéressante comme université et comme mode d'études. Et puis, après un an et demi d'études, l'université a été, comment dire, les profs sont tombés en grève à cause de subventions de l'État qui étaient déroutés, enfin qui n'arrivaient pas à Vincennes. Bref, mon père étant décédé juste à ce moment-là, j'avais 19 ans, avec mon petit ami de l'époque, nous avons décidé de partir en voyage voilà, pour faire la route. On était, voilà, donc, nous sommes partis, nous avons fait du stop en Amérique du Sud, du Nord et centrale et du Sud pendant 9 mois. Ah oui, quand même. Oui, en 76, 75, 76. Donc, nous avons fait cette grande aventure. On a travaillé à la poste, voilà, on a travaillé, on a économisé nos sous et on est en Amérique du Sud. On a fait ce voyage qui a mis en contact avec des peuples autochtones, hein, dans différentes régions, bien sûr. Et ce sentiment de me sentir, comment dire, à l'aise. Je ne savais pas trop, je n'avais pas de comparaison, on va dire, mais je me sentais vraiment à l'aise avec, enfin, comment dire, en tant qu'être humain avec d'autres êtres humains, malgré que leur culture soit très, très, très différente de la mienne et mystérieuse. Voilà. Je ne faisais pas trop de magique. Bon, c'était le temps où tout le monde lisait Castaneda, etc. Mais c'était pas, pour moi, c'était pas, oh, je vais devenir quelqu'un ou pas. C'était juste, voilà, j'étais en contact avec des gens. On louait une petite maison quelque part. On restait 2 semaines, 3 semaines. Et du coup, j'étais un peu en connexion avec des personnes comme ça du village. À l'époque, c'était une magnifique époque, tout ça. C'était une magnifique époque, hein. C'était vraiment. Personne n'avait de téléphone. J'ai même pas pris une photo, je n'avais pas d'appareil photo sur moi. Je n'ai même pas pris une photo de voyage. Donc, c'était vraiment l'expérience immédiate et directe, voilà, sans essayer de rattraper des souvenirs comme ça. Et puis, en Amérique du Sud, j'ai eu l'occasion, en Bolivie, dans une petite ville qui s'appelle Tarabuco. C'est curieux, les choses très inscrites comme ça. J'ai eu l'occasion de faire l'expérience du cactus San Pedro qui contient de la mescaline. Ok. Et j'avais vraiment rien pris de ce genre. Bon, un petit joint ici ou là, parce qu'à l'époque, évidemment, il y avait un peu de ça qui venait d'Afghanistan, il y avait
hashish qui se traballait dans l'université, etc. Mais j'étais pas du tout quelqu'un voilà, qui prenait des choses comme ça. Et j'ai eu l'occasion de faire cette expérience dans les montagnes de Bolivie avec ce Bolivien qui n'était pas un chaman, on va dire, hein. C'était un jeune qui était en vacances de son université lui-même chez ses parents et qui avait le San Pedro et qui nous proposait avec mon ami et moi et un autre couple de Français d'ailleurs, de faire cette expérience de mescaline. Et ça m'a vraiment, littéralement, ouvert les yeux, on va dire. Hein. Ah oui, Les ça. portes de la perception, hein, comme Ouais, Huxley ouais, le disait, ouais. se sont vraiment ouvertes. C'est un peu banal, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et j'ai vraiment eu cette invitation à une autre perception de la réalité, une autre perception de la nature, de moi-même, de ma vie, des autres. Bon, la mescaline étant quand même très spécifique hein, par rapport, voilà, c'était une expérience quand même différente d'autres Mhm. psychédéliques, mais enfin, voilà, c'était quand même très ouvrant pour moi. Euh, bon, on va raccourcir un peu l'histoire, et donc, quand j'ai eu envie alors, évidemment, il y a eu cet épisode en Amérique du Sud où j'ai été, en Asie, pardon, où j'ai été aussi voilà, propulsée à un autre endroit spirituel de mon être. J'ai été attaquée, hein, on m'a tiré dessus, j'ai été laissée pour morte dans le caniveau. La personne avec qui je voyageais, qui est un ami, que pas un petit ami, mais enfin c'était quelqu'un avec qui je voyageais quelques jours comme ça, a été tuée devant moi, a été assassinée devant moi. Cette expérience de vie, de mort, de fragilité de la vie, comment dire, voilà, à quel point la vie est précieuse et qu'est-ce que je fais de ma vie, a été vraiment propulsée voilà, dans mon esprit, dans ma conscience. Hein. Et donc, j'ai décidé de faire quelque chose de ma vie, on va dire, plus intentionnellement. Et j'ai été amenée donc à venir m'installer aux États-Unis pour prendre en charge ma vie. Et ça a été quelque chose de vraiment important pour moi de partir de la France. Bon, j'avais pas, on va dire, bon, j'avais des souvenirs un peu compliqués par rapport à mon enfance, mais en même temps, bon, moi, j'avais pas vraiment de raison de m'émigrer. Mais ce départ tu m'entends assez bien, ça va, Oui, la bien, connexion? en fin de compte, c'est une quête intérieure qui s'était C'est mise en une quête place. intérieure qui s'est mise en place alors que je ne savais même pas que c'était une quête intérieure, vraiment. Quoi. J'ai pu, a posteriori, voir un peu tout ça. Et quand je suis arrivée en Californie, j'ai étudié le massage, j'ai fait beaucoup de cours de danse, j'étais très appliquée dans l'expression corporelle. Et j'ai rencontré des personnes qui se sont avérées très importantes dans ma vie parce que c'était des gens de médecine, des hommes, principalement à l'époque, qui travaillaient en tant que thérapeutes et qui incluaient dans leur pratique thérapeutique des expériences avec des psychédéliques et des différentes substances. Hein. Il y avait du MDMA, qu'on appelle aussi ecstasy, il y avait des champignons, du LSD, de la kétamine, voilà, différentes substances qui étaient à l'époque disponibles et qui m'ont vraiment soutenue, qui m'ont aidée à me guérir de ces traumatismes que j'avais vécu en Asie, des traumatismes de mon enfance. Et puis, évidemment, cette quête intérieure qui m'a ouverte à des espaces spirituels, personnels, psychologiques et humains, cosmiques, Oui, très, très, très ouvrants et très voilà, grandissants, on va dire. Hein. Donc, j'ai décidé que c'était quelque chose qui m'intéressait et que j'avais envie de vraiment étudier. Hein. Étudier, c'est-à-dire, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'inventer quelque chose comme ça. Avec toute l'intuition du monde, j'avais envie vraiment de mettre aux maîtresses de chemin pour moi. Et donc, j'ai étudié beaucoup avec Pablo Sanchez, donc cet homme qui m'avait guidée et soutenue moi-même. J'ai beaucoup étudié avec lui, je l'ai assisté, j'étais à ses côtés maintes fois afin de l'aider dans son travail. Alors, c'était lui qui proposait le travail vraiment, mais c'était moi qui gérais beaucoup parce qu'il était malade à l'époque. Donc, c'était finalement moi qui soutenais les personnes dans leur travail, malgré que c'était lui qui donnait la substance. Donc, j'étais quand même, disons, dans un état, enfin, dans une situation, on va dire, disons, légalement OK, hein, on va dire. Ce qui était important pour moi quand même à l'époque. Bon.
J'étais mariée, j'avais une petite fille, j'ai commencé ma vie, voilà, voilà, je voulais quand même être en sécurité hein, par rapport à mes choix. Et puis, en 99, j'ai rencontré, à l'occasion d'un voyage au Mexique, une femme, Julieta Casimiro, qui était, parce qu'elle est décédée il y a bientôt 2 ans, sa famille en tout cas, qui vient d'une lignée de curanderas, donc de guérisseuses, hein, de femmes sages en herbe, comme elles appellent là-bas, qui travaillent avec les champignons sacrés. Donc, ça a été pour moi vraiment une mise en marche, on va dire, d'un apprentissage hein, profond, d'une alliance, d'une amitié, vraiment d'une vie de famille avec elle, son mari, ses enfants, toute sa famille, toute sa tribu, qui a duré pendant 20 ans. Et pendant ces 20 ans, j'ai été maintes fois au Mexique. Ils sont venus ici faire des vacances, faire des conférences. Je les ai emmenés en France. On a été en France Ah, ensemble. Je les ai emmenés en Israël pour visiter, évidemment, faire oui, un pour les catholiques. pèlerinage sur les… Ah oui, ils sur sont les- à hein. Bethléem, à Jérusalem, à Bethléem, oui. Voilà, la Terre Sainte qui pour eux avait beaucoup de signification. Voilà, donc ça a été mon voyage, voilà, mon cheminement personnel. D'accord. Ah, avant d'arriver à Giulietta, est-ce que tu as quelque chose que j'ai noté, ça m'a vraiment interloqué, c'est que tu as travaillé avec Stan Grof, avec Grof. Oui, j'ai étudié beaucoup avec Stan Grof. Je n'ai pas fait d'expérience avec Stan Grof, d'expérience psychédélique avec Stan Grof. J'ai étudié de la respiration tropique parce qu'il était enseignant à l'Institut où moi aussi j'étudiais ma maîtrise en psychologie. J'ai fait une maîtrise en psychologie corporelle, on appelle ça somatic psychology. Et donc, j'étudiais avec Stan Grof. Oui. Avec... J'ai beaucoup étudié, au niveau des psychédéliques, j'ai beaucoup étudié avec Ralph Metzner. Ah oui, d'accord. À J'ai Barrio. beaucoup, voilà, donc Ralph Messner a été un ami très, 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 très proche de mon mari et moi pendant plus de 30 ans. C'est-à-dire, j'étais vraiment une des dernières personnes qu'il a vues en vie et j'étais au début de son cheminement d'accompagnement psychédélique aussi. Donc, on a été très, très en collaboration et très, très amis personnels, familiaux avec Ralph Messner et sa femme et ses enfants. C'est extraordinaire parce que tu as une formation académique avec des Mhm, leaders dans ces domaines-là et en plus mhm. de tout enrobé dans un cocon de relations personnelles. C'est magnifique. Oui, Parce que c'est pas juste. oui, La, la fréquentation amène d'autres échanges au niveau du cœur, amène d'autres compréhensions qui sont au-delà des mots. Et ça, c'est quelque chose de fait que tu aies pu mûrir dans l'environnement, dans l'aura de ces gens. mhm. Et après, que ça t'amène à Giulietta, c'est comme tu as des choses qui se passent qui semblent qu'après tu dis ah oui, tout ça, ça fait du sens, tac, tac. Quand tu regardes Exactement. en arrière, mais le chemin qui t'a amené à ça, quel méandre. Exactement, exactement. C'est vraiment des méandres mystérieux et magiques. Mais c'est comme ce que tu disais avant qu'on commence cet enregistrement. Tu disais qu'on apprend par l'osmose. C'est tout à fait ça ce qui s'est passé. En fait, en étant présente à côté, aux côtés de ces personnes-là, de les voir travailler, d'avoir des dialogues, des discussions, des dîners, des déjeuners, des vacances, on sait vraiment, les liens soutiennent la transmission finalement hein, Oui, des choses oui. qui passent à travers des mots, des comportements, des manières d'être. On apprend beaucoup par rapport à comment les gens se comportent plus que ce qu'ils disent hein, finalement. Oui, ouais, ouais. C'est une mise au diapason. Voilà, Juste voilà, absolument. tu le fréquentes et te Voilà. transforme ça permet à quelque chose en toi d'émerger, qui a Mhm, toujours été là, mais là, mhm, ça donne un mhm, souffle, ça donne un espace mhm, pour mhm. devenir quelque chose qu'on n'imaginait même pas. Parce que les Oui, perceptions, on peut en avoir, bon, c'est joli, euh, oui, mais arriver à oui. développer un système nerveux où tu peux contenir tout ça dans ton Mhm, vécu sans partir en perché, comme mhm, certaines personnes partent mhm, souvent. mhm, Et mhm, moi, j'ai vu des amis, bon, j'ai travaillé avec la Datura en particulier, mhm. il y en a quelques-uns qu'on a perdus hein, sur la Datura. Ah, ils sont pas morts, mais ils sont quelque Oui. part dans un ailleurs. J'aime beaucoup ce que tu disais, que tu as travaillé avec la mescaline. Moi, j'ai été avec le peyote particulièrement, Mhm, que j'ai beaucoup aimé.
les champignons, la datura, c'est tout des choses que j'ai travaillé, mais à différentes étapes dans la vie. Des fois, quelques années même de différence. Donc, Mhm. quand on arrive à construire notre système nerveux, et toi, c'est magnifique parce que juste de te voir là, on voit bien que tu es en paix dans ton visage, tu es Mhm. rayonnante, quoi. Mhm. Et ça, Mhm. on voit que c'est intégré. La notion Mhm. d'amour partagé est quelque chose que Mhm. tu vis vraiment. Euh, Tu sais, donc, ce qui me vient aussi quand tu parles, Gilbert, c'est que ce qui me. En posteriori, comme on dit, on regarde derrière et c'est là qu'on comprend tout. Euh, en fait, ce qui est important pour moi, c'est de voir au niveau à travers les années, de voir mes maîtres, enfin, je sais pas comment les appeler, mes professeurs, mes enseignants, de les voir évoluer. Parce qu'en fait, ça m'a permis moi aussi d'évoluer. C'est-à-dire que comment dire, le message qu'ils partagent par rapport à une manière de travailler ou une préférence d'orientation ou une préférence de substance ou une préférence de contexte ou comment ils guident le travail ou les mots qu'ils y mettent. Finalement, à travers, surtout quand on part de 20 ans, hein, bon, sur un an ou deux, ça, on ne voit pas vraiment la différence, mais sur 20 ans ou 30 ans, comme avec Ralph ou avec Pablo, enfin Pablo, je travaille avec lui environ 10-15 ans, et puis Ralph, c'était sur 30 ans, et Julieta sur 20 ans. C'est sûr que l'évolution de leur approche aussi m'instruit dans la mesure où moi aussi je peux évoluer, et moi aussi je peux développer et créer finalement, je ne sais pas comment dire, adapter, transformer, grandir ma la propre lignée approche. s'exprime à travers toi. La lignée Voilà, devient à travers toi. Elle voilà, continue. voilà. Et, Moi, j'ai vu Ralph, quand j'ai rencontré Ralph il y a, enfin, en 86, il était très, comment dire, j'ai rencontré Ralph peu après avoir rencontré Pablo, il prenait des risques. Ralph donnait, il était un peu dose héroïque avec Terence McKenna. On se connaissait bien, on était tous ensemble d'accord, dans ouais. des conférences, dans des dîners, etc. On discutait. Bon, voilà, c'était quand même assez costaud ce qu'il faisait. Et puis au fur et à mesure de son évolution, j'ai vu Ralph finalement, comment dire, changer de discours, on va dire presque, ou d'évoluer son discours, pas changer, il ne tournait pas son dos à son passé, mais changer son discours sur quelque chose de qu'est-ce qu'on fait avec ces expériences et comment on peut vraiment, comment dire, adapter ces guidances à travers ces expériences pour que les gens puissent avoir charge de leur transformation. Mhm. Donc, Ralph était très branché, on va dire, sur le principe d'intégration, sur le principe de mettre du sens sur ces expériences. Il n'était pas très intéressé sur les gens qui s'explosaient la tête comme ça et puis qui avaient des expériences héroïques et puis qui ne faisaient rien après. Il s'est développé ou il a évolué à avoir pas mal de jugements, évidemment, vis-à-vis de ces personnes qui finalement voilà, s'éclataient et puis on faisait rien après. Alors qu'au début, il était pas mal là-dessus. Et puis Julieta, par exemple, qui au début était aussi très, comment dire, très prudente sur la dose, sur la capacité des gens à vraiment pouvoir voyager. Elle avait toujours peur que les personnes qui arrivaient au Mexique étaient très ignorantes et donc ne pouvaient pas vraiment explorer des zones plus mystérieuses de sa tradition. Et avec, à l'inverse de Ralph, avec le temps, je l'ai vu être plus, prendre de risques et plus avoir confiance à la capacité psychologique ou spirituelle des gens de l'Amérique du Nord. Donc, Il y avait peut-être une maturité des gens qui avaient voilà, évolué aussi. voilà. Et Euh, elle était vraiment, elle allait, elle emmenait des gens, enfin, elle emmenait des gens, elle proposait des doses aux personnes pour pouvoir leur ouvrir des espaces ou qu'ils s'ouvrent des espaces plus énormes, avec plus de confiance plutôt vers les 5-6 dernières années de sa vie. Je l'ai vu prendre des risques. J'étais impressionnée, quoi. Voilà. Sur les assiettes de champignons qu'elle servait, voilà, on va dire. Mais, c'est là souvent que j'explique aux gens. J'aime beaucoup d'ailleurs quand dans ton livre, dans Consciousness Medicine, tu utilises le mot guide. Et oui. ça permet d'un petit peu de démystifier, Mhm. parce que beaucoup de gens se mettent toutes sortes d'étiquettes. Mhm. Mais effectivement, il y a un rôle de guide et il y a aussi un rôle de. Des fois, j'essaie de l'exprimer comme ça, de gardien de la porte ou de gardien des Mhm. portes.
On- mhm, on- mhm, il y a des gens qui vont venir pour des accompagnements et on va être là, on va les assister dans leur mhm, démarche et mhm, on a un rôle de rester là, conscient. mhm, Et ça, comment tu travailles ça, toi? Comment tu le vis mhm, en tant que guide? Qu'est-ce mhm, qu'être guide pour toi? Parce que là, tu es venu d'une lignée, mais maintenant, pour toi, que tous mhm, ces gens-là sont partis, c'est toi qui enseignes, c'est toi qui avances. D'ailleurs, tu donnes des formations en ligne. Il y en a une mhm. qui est gratuite jusqu'au 17 mai, je crois. Oui, Euh, c'est ça, oui. je l'ai déjà envoyé. Si tu as vu des gens qui sont inscrits récemment de France, peut-être qu'il y en a que Oui, je oui, peux oui, oui, envoyer. j'ai vu quelqu'un qui s'était inscrit, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. J'ai un Il y en a petit courrier Françoise d'ailleurs, faut que je... Tran qui adore ton bouquin d'ailleurs. Ah, Souvent, très bien. donc je Oui, pense que c'est inscrit à Françoise Tran, c'est inscrite à ta oui. formation, peut-être d'autres. Mais qu'est-ce que c'est pour toi d'être guide maintenant, où Mhm, vraiment mhm, tu avances, pas mhm. oui, en ton nom, quoi. Oui, oui. Françoise Bourza, qui es-tu? Oh, bah, on est toujours un conglomérat de produits du passé, n'est-ce pas? Et d'autres gens, hein. Bon, voilà, je veux faire honneur à qui m'a qui m'a aidé à voilà, distiller. Raph disait qu'on est tous des alchimistes. Hein, on est tous Oui. des alchimistes. On Oh, rassemble des. D'ailleurs, il a un très beau bouquin sur Alchemical Divination, très très bon bouquin là-dessus. Qu'on est finalement tous des alchimistes, qu'on rassemble des données, des enseignements, des expériences, des transmissions, des osmoses avec certaines personnes, et que finalement, on est tous des alchimies uniques, hein, de personnes et de situations du passé, quoi. Hein. Bon. oui, En même temps, voilà, qui suis-je? Eh ben, moi, ma philosophie ou ma pensée, c'est que en tant que guide, je suis quelqu'un qui a plusieurs fonctions. J'ai la fonction euh, de connaître un territoire qui peut être un peu mystérieux à d'autres personnes. Du fait que j'ai fait beaucoup d'expériences à travers mes 35 ans voilà, d'exploration, euh, que j'ai été guidée par diverses personnes, que j'ai eu diverses médecines, hein, diverses substances, que j'en ai tiré différentes leçons, que j'ai étudié différentes choses. Je pense que je connais un territoire qui m'est assez familier. Je ne peux pas me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être arrogante à ce point-là. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui va se passer pour quelqu'un d'autre. Mais disons que le territoire de voyage chamanique à travers des substances ou d'expériences d'état modifié de conscience par d'autres techniques sont assez familières pour moi. Je connais un peu le territoire qui oui, peut s'ouvrir. Et donc, en tant que guide, moi, j'ai besoin de connaître le territoire vers lequel j'emmène les gens. Ou voilà, je peux dire ça comme ça. C'est un peu. Voilà. Une deuxième fonction, c'est que je suis garante de la sécurité physique et mentale des ça, gens c'est que important. j'accompagne. C'est important. C'est-à-dire qu'en tant que psychologue, je suis là en tant qu'écoutrice, je ne sais pas comment dire, de leur histoire, de leurs problèmes, de leurs désirs, de leurs prières, de leurs craintes, de leurs peurs, de leurs traumatismes. Et j'écoute vraiment leur historique et ce qu'ils désirent. Et j'arrive à faire un peu la carte de route par rapport à leur historique. En tant que psychologue, j'arrive à faire la carte de route des étapes à travers lesquelles je pense qu'ils doivent passer. Bon, de nouveau, je ne suis pas directrice de leur cheminement, mais je comprends un peu les méandres par lesquels j'ai l'impression qu'il faut qu'ils passent Oui, pour se libérer, pour être plus voilà, créatifs, manifestant leur vie, etc. Hein. Donc, voilà, il faut passer par ce qu'on doit passer. Bon, j'ai vraiment exactement la carte de route, mais en gros. Et puis, en tant que guide aussi, pendant les expériences que les gens ont avec moi, de nouveau, différentes techniques, hein, on parle en gros des états modifiés de conscience, là, mon rôle, c'est aussi de les assister. C'est-à-dire, il y a des expériences en respiration ou en mouvement ou en méditation ou en expression artistique ou en rituel dans la nature ou dans les expériences avec des psychédéliques qui nécessitent un accompagnement, une présence, un soutien
physique, un soutien verbal, un soutien plus rituel, on va dire, si quelqu'un a besoin de, voilà, de nettoyage énergétique ou euh, même de mots, hein, voilà, de faire un petit peu d'explication au milieu de leur expérience, de nommer une peur qui les traverse, de nommer une expérience physique dont ils ont conscience. C'est important que moi, je sois là pour les assister et les aider avec différentes techniques et différentes modalités sur la manière à traverser ça. Donc, pour moi, un guide, c'est plus que quelqu'un qui garde l'espace, je garde la porte, effectivement, mais dans les traditions chamaniques que j'ai eu l'occasion de voir au Mexique, je vois qu'il y a aussi, comment dire, un rôle d'intervenant, je vais dire. C'est-à-dire que le chaman, il n'est pas juste là sur son Oui, siège en train de chanter ses trucs et voilà. Il il est très intervient. intervenant. Il y a beaucoup d'interventions. Et c'est ça qui m'a, comment dire, instruite, parce que dans la situation plus occidentale ou, je sais pas, moderne de l'usage de ces substances et de ces interventions-là, on a l'impression que finalement le guide doit vraiment en faire très très peu. Bien sûr. Hein. Voilà, être garant, être gardien, assumer la sécurité, mais en même temps ne pas trop en faire. Et c'est vrai, en gros, c'est vrai, c'est mieux d'en faire moins que beaucoup, mais dans la situation chamanique mexicaine que j'ai étudiée, ou Lakota avec les sweat lodge que j'ai eu l'occasion, les huttes de sudation que j'ai eu l'occasion de faire depuis 30 ans, il y a beaucoup d'interventions. Il y a des interventions, il y a des chants, il y a des touchés, il y a des paroles, il y a voilà, des choses à faire que le guide fait pendant Tu le ressens trance. la personne que tu accompagnes, tu le ressens des fois même avant que lui ressente même. C'est comme une. J'ai l'impression qu'on est un peu dans ces états-là, surtout avec les états de substance, mais pas seulement, hein, ça m'arrive aussi dans la vie normale. Bon, évidemment, avec les années, je crois que ça fait un peu une espèce de lecture instinctive, mais il y a aussi la manière dont les inconscients se parlent. Je crois que les inconscients se parlent au-delà de notre mesure du temps et de l'espace qu'on Exact, a ici exact. dans cette réalité. Et finalement, euh, euh, c'est vrai, on pense à quelqu'un et puis ce quelqu'un, justement, allait nous écrire. Hein. Bon, c'est la même chose. Hein. C'est les fils d'Ariane qui nous le relient finalement et qui sont un peu mystérieux, mais on a tous des expériences comme ça d'intuition ou de télépathie avec les autres où on pense la même chose au même moment, où on est en train de s'écrire un email exactement au même moment, et alors que bon, on n'est même pas dans la même pièce. Et ça, c'est une manière dont les inconscients se communiquent. Et alors, quand on est dans un état où effectivement les barrières ou les couches de notre conscient ou de notre ego sont plus diluées et plus diffuses, à ce moment-là, évidemment, les inconscients sont plus en relation et en communication. Et effectivement, comme tu dis, euh, je ressens des choses au moment où la personne, en fait, me le demande alors qu'en fait, elle m'a rien dit. Mais il y a un dialogue qui est en place à travers les inconscients. C'est Effectivement, c'est assez curieux où si je vais me placer, souvent avec Julieta, maintenant avec sa fille, on a ces interactions-là où bon, Julieta ou maintenant sa fille Aurenia est en train de guider la cérémonie, de chanter, etc. Puisque c'est surtout ça qu'elle. Enfin, on fait ça toutes les deux maintenant, mais et moi je vais m'asseoir je vais m'asseoir à travers la pièce, voilà, vers quelqu'un. Et en fait, ce quelqu'un, à peine je m'assois, il me dit ah justement j'allais t'appeler. Bon. Et voilà. Et donc, tu n'avais pas besoin de m'appeler, j'ai senti l'appel, quoi. Et c'était un peu comme ça, c'est souvent comme ça que ça se passe maintenant, quoi. C'est plutôt un appel qui est voilà, voilà, un peu invisible, on va dire. souvent, j'essaye d'expliquer, c'est difficile à trouver les mots à des gens qu'on existe sur plusieurs plans Mhm. simultanément. Et quand on commence à intégrer, à bout d'un certain périple intérieur, qu'on commence à intégrer cette gestalt-là dans notre quotidien, on Mhm. devient autre. On ne Oui. fonctionne plus sur le même niveau. Et ce que j'aime, c'est quand, là, on ne s'est pas rencontré encore physiquement, mais dès que je t'ai vu à l'écran, je Mhm. sais exactement qui j'ai affaire. Et Mhm. ça, c'est
Ah, pour moi, c'est une grande détente. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on sent tout de suite au feeling, hein, on va dire, hein, les contractions des gens, les masques des gens, les manières dont les gens se dissimulent ou se font une personne, une image, voilà, une image. Il y a tout un apprentissage au niveau chamanique aussi, on va dire, d'apprendre à se dissimuler et à être invisible. Et ça, c'est encore autre chose. Oui, 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 oui. Oui, 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 c'est intéressant, c'est paradoxal en même temps, hein, ce rôle de guide, à quel point on est très présent et en même temps très invisible, hein, au même moment, simultanément, hein, c'est un peu paradoxal. Mais c'est vrai que dans des cérémonies, à la fois je me sens enfin, extrêmement, comment dire, on va dire, comme ça, entre guillemets, puissante dans la mesure où c'est moi qui vais chanter, ou c'est moi qui vais intervenir, ou c'est moi qui vais faire du travail d'extraction énergétique. Enfin bon, il y a énormément de potency, hein, de puissance, voilà, et en même temps, je suis vraiment en recul par rapport entre guillemets, laisser les gens se développer, se trouver. C'est pas moi qui leur fais ça. Je ne veux pas qu'ils qu'ils me donnent le crédit de ça, quoi. Oui, C'est eux qui se développent, c'est eux qui trouvent leur puissance intérieure, c'est eux qui se libèrent. C'est pas moi qui libère. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel ça m'irrite. Ça me, de penser que c'est moi qui ai le pouvoir de leur faire quelque oui, non, chose. ça c'est. Hein? Bon, bon, Et on est bien d'accord avec ça. oui, c'est de prendre, je ne sais pas comment si ces mots-là résonnent en toi, on devient un peu des points d'appui. Voilà, Et éventuellement, bon, arrivé à un temps, ils vont commencer. voilà, Et, voilà, et ils se retournent, puis là, ouh, non, 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 c'est bon, continue d'avancer, là, tac. voilà. Est-ce que tu vois ce lien que tu crées avec les gens que tu accompagnes ou que tu as accompagnés, que ce lien se continue dans le temps, qu'il n'est pas, c'est pas comme si on passe une demi-heure, 3 heures, quelques heures ensemble, et ils claquent un peu comme du fast-food de la spiritualité. On leur donne ils ont fait le truc. Ça, je trouve ça un peu amusant, des gens qui donnent des formations de chamanisme, surtout en Europe. S'ils n'ont pas été eux-mêmes à travers un véritable. Moi, je ne sais pas, est-ce que Julieta t'a donné un petit diplôme? Non, mais tu vois, alors, il y a plusieurs choses qui me viennent quand tu évoques tout ça. C'est très intéressant. La première chose, c'est que les personnes que j'ai accompagnées à travers les années, ce sont des personnes qui, certaines restent en contact avec moi, bien sûr, mais ce qui est important pour moi, et bon, tu l'as bien vu dans le livre que j'ai écrit, c'est l'intégration. C'est-à-dire que comment je continue de soutenir et d'accompagner un processus après l'expérience d'état modifié de conscience. C'est-à-dire que bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant la retraite de méditation, pendant la sweat lodge, pendant l'expérience de champignons, pendant l'expérience bon, d'art, de peinture, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est ouvert? Qu'est-ce qu'on a touché et qu'est-ce qu'on veut solidifier et maintenir et cultiver? Et ça, pour moi, c'est vraiment ça comment dire, l'essentiel du travail. Pour moi, l'essentiel, c'est pas tant l'expérience elle-même, c'est qui on devient à partir de ces expériences. Parce que ça ne sert à rien, enfin, je le dis à un moment de mon bouquin, je me cite moi-même là, mais ça ne sert à rien de voir Dieu si on traite la personne à côté de nous de manière arrogante, quoi. Hein, si on, ou sans générosité. Hein, ça ne sert à rien de voir les grands espaces cosmiques si on n'arrive pas à être humble et simple dans nos vies, quoi. Enfin, Oui. moi, je trouve que tout ce cheminement à travers ces rituels, ces substances, ces états modifiés de conscience, ça ne sert qu'à grandir en tant qu'être humain sur cette terre. Tu C'est vois, pas pour planer, quoi. Enfin, que j'admire dans ce que tu dis, bon, à partir du début, tu as commencé avec beaucoup de travail corporel, la danse, différentes formes d'expression corporelle. Tu es allé ouvrir sur des champs de perception, mais tu le ramènes toujours sur une intégration dans la vie de la personne, dans l'ensemble de sa psyché, de son corps. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que tu n'arrives pas à tout déguiser avec des plumes sur la tête, tam tam tam. Parce que les gens ils ont le tambour. Je leur dis, écoutez, le tambour, c'est un instrument de travail. Tout.
C'est comme un smudge stick, c'est un instrument de travail. Si on utilise une plume, c'est un instrument de travail, mais on n'a pas besoin. Il faut aussi le faire avec la main. On peut le faire avec le regard. Ou simplement, les gens, le tambour, je leur dis, mais le tambour le plus puissant que tu as, c'est celui qui est là. Et ça, j'apprécie que tu ne parles pas à travers tout un costume, quoi. Ça c'est extraordinaire. Et ce que tu proposes, c'est vraiment. Alors ça, les gens qui vont faire des ateliers en France avec toi, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de chance. C'est que tu proposes un chemin qui a été vécu dans le corps et qui aussi nous ouvre sur des espaces, mais nous amène aussi d'une façon intégrée dans la vie de tous les jours. Toi, tu as ton mari, tu as tes enfants, tu as une vie comme tout le monde. T'es pas, les gens s'imaginent, je ne sais pas quoi, et ils me disent, moi, je suis ça. Écoute, moi, je m'appelle Gilbert Gomer, madame, c'est Françoise Bourza. Elle ne s'amuse pas petit écureuil ou petit guépard sur la jungle là-bas, quoi. Présent, bon, que tu es, il n'y a pas d'artifice. Et ça, bah, l'artifice, c'est tout à fait l'opposé de l'espace qu'on touche dans ces expériences-là. Dans les expériences psychédéliques surtout, hein, bon, à d'autres moments aussi, bien sûr, hein, je ne dis pas que c'est uniquement avec les substances, mais bon, au fur et à mesure des années, quand on se défait de nos masques et de nos faux êtres, hein, n'est-ce pas, on est vraiment face à face avec son âme, avec son cœur, avec ce qui est le plus réel. Et finalement, c'est ça l'enseignement, c'est comment on vit notre vie réellement, plutôt que se faire des idées, des plumes dans les cheveux, etc. Quoi. Bon, enfin, c'est justement l'ego ou la manière de se costumer, on va dire, est complètement, comment dire, ça n'a rien à voir avec les espaces modifiés de conscience. Ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Enfin, moi, je voyais Julieta qui était le soir en cérémonie maîtresse de l'espace, hein, maîtresse de l'espace. Et le matin, je la voyais, elle nettoyait les crottes de poulet dans son petit dans son truc là, dans son cagibi, enfin dans son poulailler. Et voilà, elle nettoyait, elle avait son petit café, elle nettoyait les crottes de poulet. Enfin, vraiment, c'était ça, quoi. C'est ça, vraiment, d'être capable de porter son travail, c'est de pouvoir faire tout, quoi. Enfin, moi, je fais ma vaisselle comme tout le monde et voilà, quoi. Et je me prends pas, il faut pas se prendre la tête. Ça veut pas dire que je ne suis pas, comment dire, enfin je vais dire ça comme ça, euh, fière, mais pas fière, machin. Je veux dire, je suis, comment dire, je prends responsabilité des choses que je sais. Hein. Je comprends que mes années ont été quand même une accumulation d'expériences et de bouts de sagesse qui sont accumulés comme ça et puis qui m'ont donné une espèce de voix, de parole que j'ai besoin de partager parce que c'est pas à moi, c'est pas ma parole à moi, c'est la parole de quelque chose qui doit être dit. Mais bon, donc voilà, c'est ça. Quand je forme les gens, je leur dis voilà, il y a une parole qui vous vous traverse, que vous avez besoin de partager. C'est votre parole parce que c'est à travers vos expériences personnelles qu'elle s'est forgée. Mais en même temps, c'est une voix universelle, quoi. Enfin, c'est pas à vous, quoi. C'est faut pas vous prendre la tête avec, quoi. C'est pas, faut pas vous faire, faut pas vous mettre une couronne sur la tête, quoi. Ça va. Bon. En parlant de couronne sur la tête, qu'est-ce que dans cette voie, bon, que certains vont dire chamanique, vont mettre acculé de tas de mots, qu'est-ce que le cœur, qu'est-ce que l'amour, où est-ce que ça se passe? Quel est le cœur de la voix? Ah ben oui, le cœur, c'est le cœur de tout. Hein. Le cœur, c'est le cœur de tout. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai ressenti hein, à travers toutes mes expériences, c'est que au bout du compte, l'essentiel de notre mission humaine, c'est l'amour. L'essentiel de ce qu'on peut sentir, de pourquoi on est là, de pourquoi on choisit d'être incarné, pourquoi on choisit d'être dans cette galère émotionnelle, humaine, physique, de vie, de mort, de peur, de relations compliquées, de déchirures, de souffrances hein, des autres sur la terre, etc. Hein. Pourquoi Parce que on a le choix d'aimer. On prend le choix d'aimer. On prend le choix de sentir avec notre corps
dans notre corps, notre cœur, notre être, la tendresse vers quelqu'un d'autre, vers nous-mêmes, vers le monde, vers les animaux. Ce sentiment d'amour et que c'est un sentiment, comment dire, pas uniquement humain, hein, on est bien d'accord que les animaux ont plein de tendresse, d'attachement, de liens avec les êtres humains, hein, ou entre eux, hein, donc on n'est pas les seuls, mais on est, en tant qu'humain, on va dire, euh, on s'est donné le cadeau de vivre l'amour. C'est vraiment pour ça qu'on est là, quoi. Mhm. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour vivre nos cinq sens, le toucher, la beauté de la nature, voilà, le contact physique avec d'autres personnes, notre créativité sur la manière dont on s'exprime, ou la vie qu'on crée, ou les liens qu'on crée. Mais au bout du compte, le plus important, c'est vraiment l'amour qu'on ressent et qu'on donne. Et moi, je trouve que j'ai pas d'autre chose à faire dans ma vie que de me rappeler de ce message-là. Et qu'au bout du compte, même si j'ai vu le cosmos, même si j'ai vu les ombres de mon intérieur ou les choses de la vie humaine, etc., finalement, ce qui est essentiel, c'est vraiment qu'il m'ait donné, que je me suis donné de vivre. Tu vois, c'est là tu dis quand tu te l'es donné de vivre. Souvent, il y a des gens qui me posent des questions et je leur dis, écoute, la première chose, il faut apprendre à vous aimer vous-même, l'amour envers soi que vous vous donnez. Tout ce que vous pouvez partager, c'est ce qui déborde. À partir que vous avez fait le plein, là, vous pouvez, et vous en faites pas, ils vont venir tout seuls. Et c'est vraiment Oui. ce qui déborde. Et parce que tout à l'heure, on parlait beaucoup de psychédélique, mais au niveau du travail que tu fais d'intégration avec les gens, comment est-ce que tu les ramènes au niveau du cœur, au niveau de quelqu'un? Je les ramène. Je veux juste noter quelque chose que tu viens de dire sur justement s'aimer soi-même et quand ça déborde, on l'offre aux gens. Tu sais, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. L'essentiel, c'est de s'aimer soi-même, effectivement. Et tu vois, en même temps, enfin simultanément, hein, je veux dire, c'est pas une contradiction du tout. Je suis pas en opposition avec ta parole là, mais il y a des gens pour lesquels le chemin vers l'amour pour eux passe par le don aux autres. Et quelquefois, c'est une période, ça c'est un truc d'intégration, hein, une pratique d'intégration, d'envoyer les gens donner à manger aux pauvres ou s'occuper de personnes. Voilà. Le don, quelquefois, ouvre le cœur. Et souvent d'ailleurs, la plupart du temps, hein, on va dire, hein, s'occuper d'animaux en souffrance ou prendre soin d'une personne âgée dans une maison de retraite ou donner des cours d'alphabétisation à des gens ou aider des enfants handicapés ou simplement voilà, faire à manger dans les soup kitchens, hein, Oui. ça, quelquefois, quand les gens n'arrivent pas à s'aimer eux-mêmes, d'aimer les autres peuvent les amener à s'aimer eux-mêmes, peuvent à sentir les liens du cœur et la générosité les amène à, du coup, se trouver plus aimants. Hein, en étant aimants, ils font le lien de cet amour-là. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça parce que ça m'a évoqué ça en moi. Ouais, c'est beau. Et l'intégration, ben, vraiment, ça fait lien à l'intégration. Dans mon livre, mon livre est pas mal, enfin d'ailleurs entièrement basé sur ce modèle holistique, hein, ce modèle de plénitude de l'être, on va dire. Je ne sais pas trop comment ça se traduirait en français, mais Très beau, c'est magnifique. hein, plénitude de l'être, où on peut regarder notre fonctionnement ou notre composition de notre vie humaine à travers les 5 aspects du physique, de l'émotionnel, intellectuel, qui va ensemble, enfin bon, c'est 2 parties différentes mais en même temps, spirituel, communautaire et par rapport à la nature, l'environnement qui nous entoure. Et à travers ces 5 aspects-là, j'ai trouvé que ça faisait un peu, ça décrivait la plénitude de notre vie humaine, de nos expériences. Et on pouvait un peu les catégoriser, on va dire. Bon, c'est un peu, je ne veux pas faire trop de dossiers très, très séparés, mais en même temps, il y a une espèce de, voilà, ça clarifie. Ça clarifie le terrain, on va dire. Hein. La modélisation permet la communication. Voilà. Donc,
l'intégration, pour moi, c'est de regarder le contenu d'une expérience d'état modifié de conscience, l'intention qui était l'origine de cette quête, hein, d'abord, quelle est l'intention qu'on amène vers une expérience, quoi qu'elle soit, hein, quelle qu'elle soit. Après, il y a le contenu de l'expérience, donc on raconte, hein, et puis à partir de ça, ce qui s'est évoqué, développé, émergé de cette expérience est ensuite soutenu à travers l'intégration qui prend forme à travers des pratiques. Alors, par exemple, quelqu'un fait une méditation, par exemple, va en retraite de méditation et se rend compte qu'il y a énormément de colère qui émerge, malgré que la personne soit en méditation pendant des heures par jour. Il y a une espèce de colère qui émerge, hein, alors que finalement, tout est assez tranquille et paisible autour. Et enfin, cette colère-là, moi, je l'écoute, enfin, voilà, la personne explique de quoi elle parlait, de qui elle parlait, de quelle forme elle avait au niveau corporel. Et cette colère-là, du coup, elle se doit d'être explorée, elle se doit d'être exprimée à travers, je ne sais pas moi, lancer des cailloux dans la mer ou crier ou faire du yoga super intense pour pouvoir pousser le corps à travers un état, justement, voilà, le corps, voilà, le corps peut vraiment y aller, hein, ou faire du jogging, ou faire de cardio, enfin, tout ça avec des, bien sûr, mais faire des choses qui font que cette colère, elle peut vraiment être en processus, quoi. Hein, Oui. pas juste, tiens, j'ai de la colère à l'intérieur, ben, je vais m'asseoir et je vais méditer encore plus. Non, Ça cette sert à rien. colère, ça n'a rien. Il faut la bouger. Alors, par exemple, il y a des gens qui vont les gens qui viennent avec moi au Mexique, ils ont des expériences quelquefois très, 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 évidemment, puissantes et spirituellement connectantes avec les esprits, avec toute une espèce de matrice, comment dire, gestionnelle de gestation voilà, de la forme de la vie. Enfin, c'est bon, là, on va parler un peu comme ça, un peu ésotérique. Enfin, voilà. Et après, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Qu'est-ce qu'ils font avec ça quand ils reviennent de ça? C'est tellement abstrait, c'est tellement spirituellement large et vaste qu'il faut donner forme à ça. Il faut donner forme à ça. Sinon, bah, ils sont là, ils regardent le ciel, ils plaignent, ils se rendent pas compte de comment mettre ça en forme. Et puis, ça peut les déséquilibrer aussi. Des expériences, comme tu disais, avec la Datura, qui est bon, très puissante. Je ne connais pas la Datura, hein, je veux dire, mais voilà. Je ne recommande pas. Juliette en parlait beaucoup. Juliette en parlait beaucoup comme quelque chose qui doit être guidé avec des maîtres spécialisés, Ah oui. spécialisés de la datura. Hein. Ça fait partie des médecines mexicaines, mais alors ça doit être super expert. C'est 5 jours. Et Hein. donc, voilà, ces expériences de grandes ouvertures spirituelles doivent être ancrées dans du corporel, ancrées dans du physique et ancrées dans de la parole et dans des gestes qui font que cette ouverture-là, elle est vécue à travers des rituels, à travers des hôtels qu'on crée, à travers de l'expression artistique, à travers du mouvement, à travers voilà, des prières qui sont écrites et qui sont dites, à travers voilà, une connexion à la nature. Et je trouve que dans ma pensée, dans ma forme de travail, que chaque expérience d'état modifié de conscience doit être intégrée à travers les 5 aspects. Oui. C'est-à-dire chaque aspect doit être une partie de l'intégration. Une expérience spirituelle doit être ancrée au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel, bon, au niveau spirituel bien sûr, au niveau de la nature et au niveau des relations. Oui. De partager ça avec d'autres personnes. Ça, c'est vraiment, chaque expérience devient réelle et devient intégrée dans la mesure où elle est tissée à travers ces 5 aspects. Parce que si elle est tissée à travers un seul aspect, en fait, ce n'est pas équilibré, ce n'est pas complet. C'est-à-dire ça a une forme, par exemple, si j'intègre un état spirituel à travers de la méditation, à travers des prières, et puis que je ne le mets jamais dans mon corporel, ou que je ne le mets jamais dans mon émotionnel, ou que je ne le mets jamais en lien avec les autres, eh bien, ça reste un chemin assez, comment dire, confiné finalement, je dois dire, presque. J'avais Confiné à une certaine tranche. rencontré des Rinpoché et qui regardaient les Occidentaux, puis ils disaient il y en a beaucoup qui sont des mangeurs de lotus. Ils sont là, hop, un petit lotus, ils sont bien. Mais il y a au-delà de ça,
C'est pas grand-chose de plus. Donc, toi, quand tu parles, on parle d'une intégration au niveau du spirituel, mais aussi une intégration, ça se suit d'une intégration dans nos cellules, au niveau de la matière, de Oui, notre matière. oui, Et oui, on change. Il y a des choses moi, je oui. pense, qui changent, qui ont changé. Et comme tu parlais de la colère tout à l'heure, moi, je sais que c'est que la colère a été un frein pour moi dans mon expression pendant des années. Mhm, Maintenant, bon, ils mhm, sont tombés. Oui, la mhm, colère, mhm, c'est un outil comme un autre que je préfère pas mhm, trop utiliser. mhm, mhm, Mais quand tu parlais de la datura tout à l'heure, avec la datura, on peut vraiment plonger dans les mondes souterrains, on va dire, dans notre psyché, mhm, notre monde. mhm, Et dans le travail où tu parles d'une intégration euh, de la personne au niveau psychologique, spirituel, physique, même dans tout ce qui mhm. tisse. Euh, Comment est-ce que tu présentes aux gens une nouvelle vision d'eux-mêmes? Parce qu'après ils ressortent, ils ont ressenti des choses, mais des fois, comment est-ce Mhm. que tu les contiens pour qu'ils commencent à sentir une nouvelle forme en eux, quelque chose qui a émergé, mais en même temps, comme si tu fais un peu du babysitting quelque part. Comment est-ce que tu fais Ah ça? oui, j'appelle mon travail un travail de sage-femme et de babysitting, en fait. Hein. C'est du travail d'accouchement et du travail d'accompagnement, hein, on va dire. Euh, alors, d'abord, je les préviens. Je les préviens. Quand on s'engage à faire un voyage du héros, hein, ou une quête personnelle pour s'élargir, s'approfondir, s'ouvrir, se transformer, on, on s'engage dans un chemin qui va justement euh, ressortir d'une manière différente. Hein. La fille de Julieta, récemment, on discutait toutes les deux, elle était ici, on a fait une interview d'ailleurs, je t'enverrai le lien dès que ça va être terminé, euh, très intéressante d'ailleurs, qui disait, en fait, ce travail est un travail de transformation. Elle n'appelle pas une cérémonie, elle appelle ça la transformation. Et c'est vraiment intéressant parce que, bon, on appelle ça le rituel, la cérémonie. Et en fait, elle dit le journey ou le voyage, elle dit ça. Et elle dit c'est la transformation. C'est-à-dire, c'est carrément clair, c'est-à-dire qu'il y a avant et il y a après. Donc, Et comme étant une alchimiste de l'âme. c'est ça, c'est ça. Et donc, en fait, la transformation, c'est que ce processus de ces quelques heures ou cette journée, ou ça dépend de la technique, ce principe ou cette phase de transformation, c'est vraiment la chrysalide de papillon, hein, de la chenille papillon, cette transformation-là, elle nous fait ressortir avec un être différent. Et une fois qu'on est prévenu que ça va certainement être le cas, c'est-à-dire, on est prévenu, quoi. C'est-à-dire, on se prépare, on est prêt à la possibilité d'être désorienté, de devoir se stabiliser pendant quelque temps, de pouvoir faire ami avec ces nouveaux états d'être qui sont peut-être inconnus, avec des ouvertures qui sont peut-être un peu désorientantes. Hein. Et puis, avec le soutien du guide, de pouvoir justement être raccroché avec la réalité, à pouvoir les digérer, les assimiler, les tisser à travers notre vie. Mais effectivement, le principe de tout ça, c'est un principe de transformation. Ce que je dis dans mon livre à un moment, je ne sais plus, il me semble que je dis ça, c'est que les personnes qui viennent me voir, elles ne viennent pas me voir parce qu'elles veulent faire un voyage au tambour, ou elles veulent prendre des champignons, ou veulent faire un rituel dans la nature. Elles viennent pour se transformer. L'intention. Elles viennent, voilà, elles ont une intention, quelque chose ne va pas. Hein. Elles sont mal, elles n'ont pas assez d'expérience spirituelle, elles se sentent dans un état plat, elles se sentent dans un état relationnel compliqué, où les choses du passé les dérangent et les bloquent et les empêchent de. Et donc, comment dire, le symptôme présentant des gens qui viennent me voir, c'est pas j'ai envie d'avoir une expérience, c'est j'ai envie d'être une autre personne. Exact. Hein. Et donc, le principe de transformation est vraiment là, au cœur de l'intention de ce chemin personnel. C'est la transformation, c'est l'autre être vers lequel on a envie d'aller, ou d'être, ou de vivre, qui est vraiment
le début de toute cette démarche. Excuse-moi, j'ai beaucoup de plaisir à t'écouter. J'essaye de penser à une autre question. Alors toi, dans ton chemin dans ta petite chrysalide, qu'est-ce que tu étais au départ et qu'est-ce que tu es maintenant? C'est quoi le papillon que tu es là? Ah, oui, oui. Bon, alors je veux d'abord quand même reconnaître les années, hein, le chemin de vie qui nous fait mûrir aussi. On n'est pas juste, voilà, j'ai eu des enfants, j'étais mariée, je suis mariée encore. Voilà, j'ai même Pourquoi toute encore? une. Il va être content, lui. Hein? Pourquoi encore? Encore, parce qu'il est là-haut, là. Oui. Voilà. Donc, je suis encore, voilà, je suis dans une évolution humaine de vie quand même qui a beaucoup contribué, hein. Je veux dire qu'avant, j'étais quelqu'un qui avait peur des émotions, peur de quelqu'un qui était, disons, qui transportait pas mal de traumatismes, pas mal de peur en tant qu'enfant, pas mal de peur en tant que voilà, personne qui a failli mourir, quoi, attaquée, on va dire. Hein, bon, une espèce de choc. Hein. J'étais quelqu'un qui était bloqué émotionnellement. Je dois dire que c'était ça où j'avais mon bloc, moi. Mon bloc, il est au niveau de mon ressenti. J'étais quelqu'un très physique, hein, de partir du sport que j'avais fait. Je faisais de la natation, après beaucoup de danse. Après, voilà, j'ai commencé par faire du massage. J'ai étudié la psychologie corporelle. Enfin, bon, voilà, j'étais quand même quelqu'un de très physique. Spirituellement, j'avais eu des expériences, comme je dis au début, assez importantes en tant qu'enfant. Et puis après, j'étais quand même dans ma rébellion de mon adolescence par rapport au catholicisme, n'est-ce pas? Et donc, j'étais je voulais pas vraiment que les choses spirituelles fassent partie de ma vie. Donc, j'avais un peu mis ça, voilà, au KGB, on va dire. Hein. Donc, j'avais plié ça convenablement dans le KGB. Au niveau de mes expériences de la nature, j'étais très, très, très connectée à la nature. J'ai toujours été ça. Mon corps et la nature ont toujours été les choses qui sont encore d'ailleurs mes axes principaux, on va dire, de solidité, on va dire. Hein, voilà. Et puis j'avais des amis, mais du fait que j'étais très retenue par rapport à mes émotions, j'avais du mal à maintenir, ouvrir et vraiment connecter profondément avec les gens. Parce que j'avais du mal avec mes propres émotions. Et maintenant, j'ai énormément d'amis. Je suis quelqu'un qui va profond à travers ma vulnérabilité, à travers ma fragilité, à travers mon honnêteté émotionnelle, à travers. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir raison, vraiment. Euh, je suis plus, plus dynamique, on va dire, hein, par rapport à mes créations aussi. Je suis plus comment dire, soutenue justement par mon cœur, quoi, et par l'amour qui était finalement toujours très très au profond de moi, mais qui avait peur, quoi. Mon amour avait peur, alors que maintenant l'amour en moi n'a plus peur. Donc je suis beaucoup plus généreuse, beaucoup plus. J'avais une nature généreuse, mais comme j'avais peur de m'exprimer, n'est-ce pas, c'était un peu compliqué. Et là, voilà, je me sens beaucoup plus créative. C'est vecteur de Euh, ce que tu. voilà. Et je me sens plus aussi, comment dire, je dis ça humblement, hein, j'essaye, enfin bon, mais d'être plus un pont entre les cultures. Je me sens plus capable comment dire, d'être une parole humblement, hein, comprend différentes cultures, moi, comme je peux les comprendre, et puis essayer de les mettre en relation. Voilà, je suis beaucoup dans le relationnel, hein, relationnel entre les gens, relationnel avec moi-même, et ça c'est plus développé au travers de mes expériences et de ma vie, mais aussi de mes expériences d'ouverture intérieure. Est-ce que tu es aussi artiste? Est-ce que tu Alors, peins? je chante beaucoup. Sur mon site internet françoisebourza.com, il y a bon, mon livre, il y a mes online courses, et il y a aussi des musiques qui sont, alors pas mal de chants qui me sont venus à travers des expériences psychédéliques, donc, qui ont été formés pendant les expériences. Hein. Beaucoup de chants comme ça qui sont donc offerts, des CD ou maintenant en train d'essayer de mettre sur des downloads, etc. Oui, là, il faut. Voilà.
Puis, je fais de la céramique, je suis potière, donc je fais pas mal de choses que je fais avec la terre, avec mes mains. Et j'ai un jardin. Alors, je jardine énormément, j'en parle dans mon livre d'ailleurs. Mon jardin, voilà, j'ai un jardin assez grand et dont je m'occupe tout le temps. Ma nourriture, mes fleurs, pour moi, une palette, voilà, c'est un tableau que je continue à créer à travers les années. C'est très créatif pour moi. Et puis, je crée des rituels, je crée des contextes justement de groupes de femmes dans la nature sur des thèmes de la mythologie féminine sacrée, sur des thèmes sur l'exploration des ombres personnelles. Donc, j'ai beaucoup de créations par rapport au contexte que je propose aux gens comme ça. Non, c'est surtout là, je parle. J'ai été très étonné, moi, quand je suis arrivé en France, par rapport, venant du Québec, je suis arrivé, j'ai trouvé énormément de peur dans la femme française. Oui, oui. Ça m'a vraiment surpris. Oui. Une peur qui se retourne comme étant une agressivité envers les autres, envers l'homme. Mm-hmm. Elles sont pas. C'est comme si tu pourrais donner des ateliers où les femmes commencent à se voir d'égal à égal avec l'homme, ça serait franchement bien. Je veux dire, Oui, oui, oui. Il y a encore une culture en France. Enfin bon, évidemment, moi, dans les cercles où je vais, évidemment, les gens sont très plus ouverts, plus en communication les uns les autres, d'une manière plus dégagée, on va dire, moins compliquée, mais au moins de système de pouvoir ou de séduction, etc. Mais enfin, la culture française est quand même assez ancrée sur le domaine de séduction, sur le domaine que les hommes sont supérieurs, qu'ils ont des droits, et puis le système français, qui a des inconvénients, des avantages, est un système, une culture très intellectuelle, très intellectualisée. Donc tout va par la pensée, par le mot, par le réfléchi, et un peu moins par le corporel, l'instinct, par l'amour. Hein. C'est plutôt c'est très philosophique, on va dire. Bon, on a énormément de richesses intellectuelles en France, on va pas dénier ça. Hein, et bon, c'est une culture très riche au niveau philosophie et intellectuelle. Et en même temps, il y a un certain déséquilibre par rapport à l'expression de l'amour, à l'expression de la solidarité. Bon, ceci étant dit, quand les choses vont mal, comme en ce moment, les Français sont très solidaires. Il y a quand même une grande solidarité maintenant, sociale. Hein. c'est des gens qui s'est mis en place par rapport au confinement, qui est beaucoup plus Oui, maintenant. On le sent dans l'attitude. oui, Il y a quelque chose qui a changé. oui, oui, Euh, oui, oui. une fois que ce confinement sera levé, est-ce que tu vas revenir en France, donner des ateliers? Est-ce que vous avez des choses qui étaient planifiées en 2020 ou ce sera pour en 2021? Qu'est-ce que ça va avoir là? Ben, je ne sais pas, on va voir comment ça se passe. Il était question que je vienne en France, là, au mois de mai. Et donc, j'ai annulé mon voyage parce que j'avais une vacance de famille avec mes sœurs. J'avais un petit voyage d'études, d'enseignement au Liban. Je devais aller au Liban enseigner à Beyrouth. Bon, j'avais tout un périple qui a été donc annulé cette année. Je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine. J'aimerais bien, évidemment, retourner. Alors, quand je viens en France, bon, j'ai du fait que je suis plus occupée maintenant avec ce livre et des conférences et des podcasts qu'on en fait maintenant, mes activités, bon, j'essaie de pas trop, comment dire, m'engager trop dans des activités de groupe. Alors, je fais plutôt des conférences, des lectures où j'essaie d'exprimer un peu ma philosophie. Et bon, voilà. J'ai des personnes que j'ai formées sur comment soutenir des gens dans des états modifiés de conscience divers, des gens qui sont venus avec moi au Mexique, donc qui ont pu apprendre sur place le travail avec la médecine et vraiment avoir un apprentissage direct. Donc, il y a certaines personnes qui sont donc équipées maintenant sur le travail des 5 aspects, etc., qui ont vraiment compris mon enseignement. Et donc, voilà, j'ai formé comme ça des équipes, hein, on va dire, mais maintenant, je ne sais pas trop comment ça va se développer tout ça avec mes nouvelles activités et puis la situation internationale, on va voir. Mais je suis en train de mettre sur pied d'ailleurs, avec mon mari et ma fille, on est fait équipe, un centre de retraite et de formation sur le travail avec les psychédéliques en Jamaïque. Ah,
Super. Parce que nous voulons faire en sorte que des personnes de divers pays puissent avoir accès à ce genre de retraite, ce genre de séminaire et donc d'expérience, hein, et de formation. Alors, nous ne disons pas que voilà, allez chez vous et faites du travail illégal, mais au moins connaissez, comprenez l'intérieur de ces substances d'une manière sacrée, d'une manière bien guidée, et puis comprenez si et quand ces substances deviennent de plus en plus légalisées, parce que ça va commencer à se disperser, ce vent de légalisation, de pouvoir, voilà, de pouvoir arriver à un état où les gens sont prêts à pouvoir guider les autres d'une manière avec intégrité, d'une manière voilà, bien formée, quoi. Donc, nous mettons sur place ces formations en Jamaïque qui vont probablement avoir lieu d'ici un an. Ah, mais ça, c'est super. Est-ce Voilà, qu'on donc, aura lieu en français? hein? Certaines de ces formations auront lieu. Oui, 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 absolument. Et bien justement, j'ai donc formé certaines personnes en France qui pourraient faire cette formation, hein, en français, et puis moi aussi, bien sûr. Ah, donc, on a dans notre, on a dans nos équipes des gens qui parlent allemand, qui parlent espagnol, qui parlent français, hébreu, arabe. On a des gens qui parlent de plusieurs langues, donc qui pourraient être voilà, responsables de certains groupes selon les pays qui sont invités, hein. Donc, quelque part, tu es en train de créer un petit institut, là. C'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà, voilà, nous sommes en train de créer un institut. D'ailleurs, à midi, là, j'ai un rendez-vous téléphonique avec une compagnie à Seattle qui va nous aider à faire le packaging, donc la présentation de façon à ce qu'on soit subventionné. Parce qu'il y a des fondations, hein, qu'on dit en français, je crois que ça s'appelle ça un peu comme ça, des fondations qui veulent nous aider, qui comprennent le message, qui comprennent mon cheminement et qui comprennent voilà, le sérieux de notre proposition et qui veulent nous subventionner. Donc, je sais que tu m'avais dit que là, tu viens de mentionner que vous avez d'autres choses à midi. Il est 11 heures chez toi maintenant. oui, oui. Écoute, je vais te laisser aller parce que je te garderai bien, mais il faut respecter le temps. Oui, bah, écoute, c'était vraiment un plaisir, hein. C'était vraiment un grand plaisir de pouvoir finalement discuter de ça en français comme ça avec quelqu'un. Voilà. Demain, ça va être en ligne. Une question, c'est la fille de Giulietta il y a un petit extrait d'une minute là. Oui, oui, et bien exactement, c'est Aurenia avec laquelle maintenant je travaille, qui est venue il n'y a pas très longtemps ici. Nous avons fait cette interview avec Ismaël de Maps, et donc qui va être bientôt évidemment mise voilà, dans toute sa grandeur. Là, c'était une minute de petite preview, hein. Donc voilà. Ouais, Bon, ouais, ouais. j'espère que les gens vont aller voir ton site, Françoise Bourzat, BOURZAT.com. Ça vaut la peine d'être visité. J'ai bien hâte qu'il y ait une version un peu française ou une page ou deux en français dessus pour les gens. Ça va être très, très, très agréable. Je les invite aussi à s'abonner à ta newsletter Oui. pour recevoir, quand tu feras des formations, puis au fur et à mesure de tout ce que tu proposes, c'est quand même assez riche ce que tu proposes. Eh ben, c'est une bonne idée, je vais faire une page en français. Ah, bah tu vois, Ah, François. bah oui. Oui. Ben, c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de vraiment mettre comment dire, me brancher sur le secteur France. Donc voilà, c'est l'opportunité qui se présente, hein, vraiment. Ça va être génial parce que les gens, il y a tellement comment je pourrais dire, d'offres, mais il y en a peu qui ont vraiment, qui s'inscrivent dans une lignée Oui. spirituelle, c'est pas juste pas Mhm. spirituelle, mais c'est vraiment une autre vision Mhm. du monde Mhm. intégrée à l'homme, à la femme Ouais. et à la Ouais. nature. Ouais. 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 Là, Ouais. là, on n'est pas dans l'imaginaire, on est vraiment Mhm. dans la Mhm. philosophie, on n'est pas dans les bouquins. Mhm. On est Mhm. dans la matière, dans Mhm. Mhm. le cellulaire. Françoise Bourzat, je vous salue, ça a été un plaisir. Merci beaucoup Gilbert de cette opportunité de dialoguer avec toi. Vraiment très, 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 très enchantée de tout ça. Bah, écoute, je vais appuyer sur le petit bouton qui va stopper l'enregistrement. Je te souhaite une bonne continuation D'accord. de journée. Eh bien, merci. Alors, envoie-moi un petit lien quand tu l'as formaté, de façon à ce que je le mette sur mon site et que je le fasse circuler en France dans ma communauté aussi, bien sûr. Un grand salut et à la prochaine. Merci, merci. Allez, au revoir Gilbert. Au revoir.